remercie Jean-Baptiste Tavernier et Laura Tavernier de m'avoir permis d'exposer ma lecture de Kant, qui a été très bien résumée par Laura Tavernier, que je pratique depuis très longtemps et que j'ai assez peu eu l'occasion finalement d'exposer. Et je dirais elle est caractérisée par un déplacement de l'ontologie vers la métaphysique, ou de la philosophie transcendantale vers la métaphysique. Mon choix a été de chercher, je dirais, un point de fécondité du système dans lequel il produit les meilleurs résultats, aussi bien en extension, c'est-à-dire qu'il couvre une plus grande diversité de disciplines, et en même temps en intention ou en intensité, dans la mesure où il est centré sur ce qui donne le plus de valeur au système, à condition évidemment de définir un mode d'évaluation, et le mode d'évaluation c'est l'homme, c'est les fins de l'humanité. C'est dans cette perspective que je vais aborder donc le thème de la philosophie transcendantale. J'ai intitulé mon exposé de manière un petit peu provocatrice la philosophie n'est pas pour Kant transcendantale, mais je ne m'en tiendrai pas à cet aspect purement négatif du rapport à la philosophie. J'essaierai au contraire de montrer qu'il y a une dimension philosophique de la philosophie transcendantale, même si elle n'est pas la philosophie. Alors, comme le remarque Hermann Cohen, transcendantal est un terme qui caractérise la philosophie de Kant dans son ensemble. Si on appelle philosophie de Kant, philosophie kantienne, la philosophie à l'élaboration de laquelle Kant a consacré l'essentiel de son effort intellectuel et de son génie, cette philosophie à laquelle son nom est attaché, il est légitime de la désigner soit comme philosophie critique ou comme philosophie transcendantale, les deux étant étroitement liés, puisque, comme l'indique l'introduction à la critique de la raison pure, le rôle de la critique est, je cite, de tracer le plan tout entier de façon architectonique de la philosophie transcendantale, définie comme système de tous les principes de la raison pure. Depuis la lettre à Marcus Hertz du 21 février 1772, qui définit en des termes nouveaux le problème de la philosophie transcendantale, jusqu'aux esquisses des années 1800, publiées sous le nom d'Opus Posthumum, qui étendent le champ de la philosophie transcendantale à toute la philosophie pure, Kant met la philosophie transcendantale au cœur de son travail de philosophe et de la révolution qu'il opère dans la manière de penser. La philosophie transcendantale n'est plus, comme dans la Schule métaphysique, la science des transcendantaux, et au premier chef de l'être. Elle n'est plus une détermination par les seules ressources de la raison pure, c'est-à-dire en réalité de la logique, des termes universels qui transcendent l'ordre catégorial. Au contraire, la philosophie transcendantale revient aux catégories, ou d'une manière plus générale, aux principes de la raison pure, et explique à partir d'eux comment un objet en général est possible. La question à laquelle répond la philosophie transcendantale est celle de savoir comment des concepts a priori, qui ne peuvent être dérivés des objets ni produire des objets, peuvent néanmoins se rapporter à des objets de manière à en fournir une connaissance. La réponse, on le sait, se trouve dans la déduction transcendantale des catégories, qui fait apparaître a priori la valeur objective des concepts, en montrant qu'ils sont constitutifs de toute expérience possible. La définition kantienne du transcendantal conduit donc à le distinguer du transcendant, autrement dit, à en limiter la portée aux objets immanents. D'une part, parce que la philosophie transcendantale ne s'appuie plus sur des transcendantaux, sur l'être en particulier. D'autre part, parce qu'elle ne porte plus
sur des objets suprasensibles, mais uniquement sur des objets qui peuvent être donnés dans l'expérience, puisque cette restriction est la condition du caractère constitutif des concepts de l'entendement. Kant, cependant, en refusant une portée transcendante à la philosophie transcendantale, n'abandonne pas pour autant le désir proprement métaphysique, je cite, d'aller au-delà des limites de l'expérience possible. Expression qu'il utilise, entre autres, dans la préface de la seconde édition 3.13. Je cite d'après les volumes de l'Académie. La philosophie transcendantale, donc, ne supprime pas la transcendance, au contraire, elle lui restitue sa véritable place. Le rapport au suprasensible n'est pas abandonné, il est déplacé vers son lieu authentique, qui est ce que Kant appelle la métaphysique proprement dite. C'est-à-dire la métaphysique qui porte sur trois idées, Dieu, la liberté et l'immortalité. Je me réfère à la note de la page 260 de la critique de la raison pure, note qui appartient à la deuxième édition. Mais Kant va plus loin. Il affirme que c'est dans cette transcendance que se situe la fin de la métaphysique, ou encore l'affaire la plus essentielle de cette science. Elle est essentielle parce qu'elle se rapporte à la fin ultime de la métaphysique, et cette fin est elle-même indissociable des fins dernières de la raison humaine, c'est-à-dire des fins de l'humanité. Expression qui se trouve dans l'Architectonique, page 449. Donc ce déplacement de la transcendance vers la métaphysique proprement dite a cette conséquence pour la philosophie transcendantale que son intérêt, sa valeur, considérée du point de vue de ces fins les plus élevées de notre existence, expression qui se trouve cette fois dans la note que je viens de citer de la page 260, donc cette valeur, cet intérêt deviennent problématiques. Par là, ce qui est en jeu, c'est ce que j'appellerais le statut philosophique de la philosophie transcendantale. Puisque la philosophie est précisément la discipline des fins dernières. La philosophie, telle que l'a définie Kant dans les leçons de métaphysique, mais aussi dans la logique, les deux textes sont absolument parallèles. Donc je peux citer Logique 9.23 dans la traduction de Guillermit, page 23, ou Leçon de métaphysique Pelitz 28 de 533, traduction Castillo, page 118. Donc dans ce texte, Kant définit la philosophie comme l'idée d'une sagesse parfaite qui m'indique les fins dernières de la raison humaine. C'est ce qu'est incapable de faire la philosophie transcendantale. Parce que le savoir auquel est ajustée la philosophie transcendantale n'a plus dans la philosophie des Lumières, dans le siècle de la critique, n'a plus l'autorité d'un dogme qui puisse régler la conduite de la vie. La rupture entre la philosophie transcendantale et l'ontologie entraîne donc également une rupture avec une conception que j'appellerais totalisante de la philosophie, telle qu'elle est par exemple développée dans la célèbre lettre préface des principes de la philosophie de Descartes. Conception totalisante qui englobe dans une même unité systématique la métaphysique, la science et, je cite ce passage très connu de Descartes, la plus haute et la plus parfaite morale, qui présupposant une entière connaissance des autres sciences est le dernier degré de la sagesse. Pour Kant, au contraire, la science ne satisfait pas immédiatement les intérêts de l'homme. De même, la philosophie transcendantale, si elle répond aux intérêts de la science en définissant les limites de la connaissance, n'intéresse pas l'homme en tant que tel, mais seulement le savant. On pourrait penser que cette situation est finalement sans importance pour le savant,
puisqu'elle ne nuit pas au progrès de la science, auquel contribue la philosophie transcendantale. Et on pourrait dire, en parodiant la maxime que Kant reprend dans le projet de paix perpétuel, fiat scientia pereat mundus, que périsse le monde du moment que la science est conservée. Et ce n'est pas l'avis de Kant. La science, ce n'est pas la justice. Elle ne peut pas passer au détriment du monde. Alors que la conception dogmatique de la philosophie, que dans la conception dogmatique de la philosophie, la science s'impose au monde, dans la conception kantienne, la science a au contraire des comptes à rendre au monde, c'est-à-dire à l'homme. Puisque la philosophie transcendantale n'est pas en mesure de garantir par elle-même sa valeur pour l'humanité, elle a besoin qu'il existe en dehors d'elle une instance qui fasse le lien entre la science et le monde. Non pas pour réduire la science à une position subalterne, mais pour la mettre au service de l'humanité, conformément aux motifs directeurs des Lumières. J'envisagerai donc ce rapport dialectique entre la philosophie transcendantale et la philosophie proprement dite, ou ce que Kant appelle aussi la philosophie au sens littéral, ou encore la véritable philosophie. J'envisagerai ce rapport dialectique en trois temps. Je montrerai d'abord que la philosophie transcendantale n'est ni le système de la philosophie, ni l'instance architectonique ultime. C'est en effet la philosophie qui joue ce rôle. Et cela me permettra de rappeler ce que Kant entend par la philosophie au sens littéral du mot, en deuxième partie. Et enfin, une fois qu'on aura vu en quoi la philosophie n'est pas transcendantale, on pourra comprendre en quoi la philosophie transcendantale participe néanmoins de la philosophie. Donc, premier moment, la philosophie transcendantale n'est pas le système de la philosophie. Dans l'introduction à la critique de la raison pure, Kant fait de la critique, je cite, passage bien connu, la propédeutique du système de la raison pure. Et si la raison est, comme il le dit dans le même passage, le pouvoir qui fournit les principes de la connaissance a priori, il semble que ce système de la raison pure puisse être identifié avec la philosophie transcendantale, elle-même désignée un peu plus loin de la manière suivante. Elle est, je cite, un système de tels concepts, c'est-à-dire des concepts a priori qui rendent possible une connaissance transcendantale. Un système de tels concepts s'appellerait philosophie transcendantale. Page 43 de la critique de la raison pure, dans l'introduction. Et une édition de 1787 en fait plus précisément, je cite, le système de tous les principes de la raison pure. Donc, concept, principe. Le système de tous les concepts, ou de tous les principes, et de tous les principes de la raison pure. Néanmoins que la philosophie transcendantale forme un système, ce que, assurément, Kant affirme clairement dans ce texte, au sens où elle est, cette fois c'est l'architectonique qui l'énonce ainsi, je cite, le système de tous les concepts et de tous les principes qui se rapportent à des objets en général. Donc qu'elle soit un système ne signifie pas qu'elle soit la science de la systématicité. Car seule la philosophie est, du moins selon sa définition scolastique, essentiellement système. L'école définit la philosophie comme, je cite, un système de la connaissance qui n'est cherché que comme science, sans que l'on ait pour but quelque chose de plus que l'unité systématique de ce savoir et par conséquent la perfection logique de la connaissance. Plus précisément, le nom que Kant, dans la critique de la raison pure, donne à la philosophie comme système n'est pas philosophie transcendantale, mais métaphysique. Dans l'architectonique, il écrit, je cite, « La philosophie de la raison pure comprend donc deux étapes. Dès qu'on a franchi l'étape propédeutique qui correspond à la critique, Kant parle également d'un exercice préliminaire, donc la philosophie de la raison pure, et en second lieu, le système de la raison pure, entre parenthèses, la science, toute la connaissance
philosophique, entre parenthèses vraie aussi bien qu'apparente, venant de la raison pure, dans un enchaînement systématique, et elle s'appelle métaphysique. Donc dans l'architectonique, c'est la métaphysique, et non, comme on aurait pu le penser à partir de l'introduction à la critique de la raison pure, la philosophie transcendantale, qui est le système auquel conduit la propédeutique critique. On ne peut donc pas identifier le, je cite, système de tous les principes de la raison pure, déployé à partir d'un examen critique de tous les pouvoirs de connaître, avec, je cite, le système de la raison pure, qui fournit l'idée même du système, à partir de laquelle la systématicité de la philosophie transcendantale peut être déterminée. La philosophie transcendantale peut et doit être exposée en un système, mais elle n'est pas par elle-même architectonique, car il lui manque l'idée ou la fin à partir de laquelle le système est orienté. J'entends par système, écrit Kant au début de l'architectonique, j'entends par système l'unité des diverses connaissances sous une idée. Cette idée est le concept rationnel de la forme d'un tout, en tant que, grâce à ce concept, la sphère du divers, aussi bien que la position respective des parties, sont déterminées a priori. Il faut aller plus loin dans cette subordination de la philosophie transcendantale à la métaphysique. De même que la critique est la condition préalable de la métaphysique, prise dans sa globalité, de même, la philosophie transcendantale, comme première partie de la métaphysique, qui ne s'occupe que des formes par lesquelles les objets sont connus sans avoir affaire à des objets proprement dits, cette définition se trouve à peu près dans ces termes dans l'architectonique. Donc, cette philosophie n'est que la première partie de la métaphysique qui joue, par rapport à la deuxième partie de cette science, le même rôle préparatoire que la critique par rapport à la métaphysique tout entière. Et les progrès de la métaphysique énoncent ce rapport de subordination de la première partie à l'égard de la seconde de manière encore plus ferme. C'est 20-260 dans la traduction de Guillermite, page 10-11, tout au début. Donc, Kant écrit dans cette esquisse sur les progrès de la métaphysique, donc je cite Kant, « L'ontologie est cette science formant une partie de la métaphysique qui constitue un système de tous les concepts d'entendement et des principes. » On retrouve la même terminologie que dans l'architectonique. Mais seulement dans la mesure où il se rapporte à des objets qui peuvent être donnés au sens et par conséquent justifiés par l'expérience. Et cette restriction interdit à la philosophie transcendantale d'avoir une fonction architectonique. Elle ne touche pas au suprasensible, qui est pourtant la fin ultime de la métaphysique. Donc, elle ne fait partie de cette dernière, alors c'est là que les termes sont plus nets encore que dans l'architectonique, elle ne fait donc partie de cette dernière, de la métaphysique, qu'à titre de propédeutique. Comme l'entrée, vestibule, de la métaphysique proprement dite. Elle est nommée, il s'agit toujours de l'ontologie, mais elle est nommée philosophie transcendantale parce qu'elle contient les conditions et les premiers éléments de toute notre connaissance a priori. Par conséquent, la division scolaire que reprend Kant de la métaphysique en métaphysique générale ou ontologie, ou donc philosophie transcendantale, et métaphysique spéciale, cette seconde partie est justement l'affaire la plus essentielle de cette science, cette division scolaire prend un sens tout à fait nouveau à partir de la critique, qui subvertit l'ordre traditionnel de la scientia transcendens, pour reprendre le nom générique de cette détermination de la philosophie comme ontologie depuis Duns Scott. En effet, on pourrait dire que les premiers deviennent, du point de vue de la valeur, les derniers, qu'il y a une inversion de valeur entre le premier et le dernier. La première partie
donc philosophie transcendantale, celle qui sans doute a coûté le plus de peine à Kant, comme il le dit, déduction transcendantale des catégories, qui est aussi peut-être la plus importante de ses découvertes, n'est pas, pour la philosophie, l'affaire la plus essentielle. La division de la métaphysique en générale et spéciale, ou en philosophie transcendantale et métaphysique, on peut dire stricto sensu, proprement dite, puisque métaphysique veut dire ce qui porte sur le suprasensible, et là encore les progrès de la métaphysique insistent sur le terme de métataphysica qui signifie transphysica, mais non pas post-physicam, donc, qui désigne très clairement le suprasensible. Donc cette division peut être interprétée comme une subordination non seulement au sens où la première serait, la philosophie transcendantale, donc du point de vue logique, la condition de l'accès à la seconde, ce qui est vrai, mais aussi au sens où on évalue l'une et l'autre selon des fins. Et donc, on a affaire à ce que j'appellerais une subordination finale, plus importante encore que la subordination logique. Du point de vue logique, la philosophie transcendantale est bien la condition de l'accès à la métaphysique. Mais pour une raison négative. Kant montre que, contrairement à la prétention de la métaphysique dogmatique, le système tout entier de la métaphysique n'est pas un prolongement de l'ontologie qui dirait ce qu'est l'être en général et qui, après avoir dit ce qu'est l'être en général, pourrait étendre cette définition de l'être à tous les êtres spéciaux. Il n'y a pas d'extension de l'être puisqu'il n'y a pas d'être. Donc, dans le dogmatisme scolaire, l'être de Dieu, scolaire de la métaphysique scolaire d'inspiration scotiste, on est d'accord, ce ne serait pas une définition stomiste de la métaphysique, mais c'est celle qui est en vigueur dans la Schule métaphysique allemande du XVIIIe siècle. Donc, dans ce dogmatisme scolaire, l'être de Dieu ne peut être connu que parce qu'on connaît d'abord l'être en général. Mais la philosophie transcendantale kantienne montre, dès sa version critique, qu'on ne peut pas connaître l'être, ce qui a pour conséquence que dans la théologie qui est au centre de la métaphysique, non seulement l'être de Dieu ne dépend pas de l'être en général, mais que plus radicalement, la voie d'accès à Dieu ne peut être l'être. Il ne peut donc y avoir d'ontothéologie parce qu'il n'y a pas de véritable ontologie, en tout cas qu'on ne peut plus reprendre le sens orgueilleux du terme d'ontologie comme s'exprime Kant, page 207 de la critique. C'est donc une autre voie qui donnera accès à Dieu, ça ne veut pas dire que l'accès sera fermé, c'est une autre voie qui sera la voie de la pratique, de la raison pratique. Donc voilà ce qu'il en est de la subordination que j'appelle logique. La subordination finale est celle qui préside à toute l'organisation systématique. Car le système est fondamentalement l'ordonnancement de toutes les disciplines rationnelles selon des fins. Toutes les fins subordonnées se rapportent à la fin suprême. Kant le dit clairement dans les leçons de métaphysique, donc Pelitz, tome 28, page 532, dans la traduction de Monique Castillo, page 118, les fins sont à leur tour subordonnées, de telle sorte qu'une fin est le moyen d'une autre. Il doit donc y avoir une fin supérieure dans laquelle les autres trouvent leur unité. Il est donc indispensable qu'une discipline soit capable, sinon d'atteindre la fin suprême, ce qui évidemment est problématique, du moins de rapporter toutes les disciplines à cette fin suprême, d'être le rapport. Or, cette discipline s'appelle la philosophie. La philosophie prise en un sens absolu, la philosophie, on pourrait dire en tant que telle, la philosophie prise aussi en son sens littéral,
grec, originel, d'amour de la sagesse. Il est donc essentiel, pour comprendre le système dans lequel s'accomplit, sous la forme d'une perfection logique, la philosophie scolaire, il est donc, c'est-à-dire la métaphysique comme science, il est essentiel de savoir ce que c'est que la philosophie. Et donc, de définir l'idée que Kant se faisait de la philosophie. Or, la philosophie, entendue de manière absolue, quand je dirais maintenant la philosophie, c'est dans ce sens-là que j'entendrai, n'est pas la philosophie scolaire. Elle n'est ni la philosophie transcendantale, ni même la métaphysique. Car sa définition, son idée, ne dépend pas de l'école, mais du monde. C'est le Weltbegriff de la philosophie qui énonce ce qu'est la philosophie. La philosophie est la philosophie selon le monde. C'est pourquoi Kant, au moment d'exposer le schème directeur du système de la raison pure, et donc d'expliciter ces subordinations finales qu'il organise, rappelle ce qu'est la philosophie en se fondant sur son Weltbegriff. La conception que Kant se fait de la philosophie permet alors de comprendre le sens qu'il donne à sa propre philosophie. C'est ce sens que je voudrais maintenant, dans la deuxième partie de mon exposé, développer. Donc, soyons clairs, la philosophie de Kant n'est pas la philosophie. Aucun système de philosophie élaboré par un auteur scolairement, question très graphique, aucun système de philosophie élaboré par un auteur scolairement reconnu comme philosophe n'est la philosophie. C'est pour ça qu'il dit que jusqu'ici, il n'y a pas de philosophie. On ne peut pas apprendre la philosophie, on peut seulement apprendre à philosopher. Kant, d'ailleurs, lui-même ne prétend pas être un tel philosophe, puisqu'il serait très orgueilleux de s'appeler soi-même un philosophe et de prétendre que l'on est parvenu à égaler un modèle qui n'existe que dans l'idée. Page 542. D'ailleurs, Kant parle très peu de la philosophie. Ce n'est pas son objet. Parce que son objet et son travail s'inscrivent presque intégralement dans le cadre de la philosophie scolaire. Kant est un Vernunftkünstler, un artisan de la raison, non un philosophe en ce sens absolu. Le but de son activité philosophique, comme universitaire, comme savant et comme auteur, est d'atteindre la perfection logique, qui est une fin relative. Son objet est la science. Par suite, la métaphysique comme science. Et la philosophie transcendantale, elle-même, intéresse la métaphysique dans la mesure où elle contribue à cette scientificité de la métaphysique qui s'actualise comme système. Mais Kant n'oublie pas la philosophie pour autant. D'abord parce qu'il est un homme, et que les fins dernières intéressent tous les hommes, la philosophie est la discipline des fins dernières, mais surtout parce que la philosophie est la clé du système. En effet, le système est articulé à une finalité et organisé selon la valeur relative de chaque discipline particulière. Et donc, ces rapports de valeur ne peuvent être déterminés qu'à partir d'une instance qui a une valeur absolue. Avant de revenir sur la fonction architectonique de la philosophie, et ce qui permettra de comprendre en quoi la philosophie transcendantale a néanmoins un intérêt pour la philosophie selon le Weltbegriff, selon le concept mondain, le concept cosmique, rappelons rapidement ce que signifie ici le monde. Dans les leçons de métaphysique, Kant traduit Welt, dans le Weltbegriff, par
au lieu de cosmique, qui est le cosmicus, qu'on trouve dans la critique de la raison pure, il utilise le terme cosmopolitique. Et ce terme de cosmopolitique, donc ça se trouve 28 532 dans les leçons de métaphysique. Ce terme indique plus clairement que cosmique que le monde qui définit la philosophie, c'est-à-dire que le monde est sujet du concept. C'est un concept conçu par le monde, ce n'est pas l'objet du concept. Donc le monde qui définit la philosophie n'est pas à entendre dans son sens transcendantal, qui n'aurait pas tellement de signification, comme, je rappelle la définition, l'absolue totalité de l'ensemble des choses existantes, mais il est conçu comme l'ensemble des hommes qui sont unis par-delà leurs divergences en tant que citoyens appartenant à des nations différentes, c'est-à-dire par-delà leurs divergences politiques, sont définis, ils sont unis par un intérêt commun fondé sur des dispositions fondamentales de leur nature. Rappelons que, selon l'idée d'une histoire universelle, un état cosmopolitique universel est celui au sein duquel toutes les dispositions originaires de l'espèce humaine seront développées. Quelques définitions. Tous les hommes désirent le souverain bien. La raison est la faculté qui guide tous les hommes vers le souverain bien, qui est la fin suprême de l'usage de la raison pure. Ce que l'architectonique appelle Endzweck, et qu'elle identifie à la destination totale de l'homme. Page 543. Un homme dont la volonté est conforme au souverain bien s'appelle un sage. Et la sagesse est donc, du point de vue pratique, la conformité de la volonté au souverain bien. Mais, d'un point de vue théorique, la sagesse est la connaissance du souverain bien. Kant fait cette distinction dans la critique de la raison pratique, lorsqu'il dit la sagesse, considérée théoriquement, signifie la connaissance du souverain bien et considérer pratiquement la conformité de la volonté au souverain bien. Bon, par suite, la philosophie, entendue dans son sens littéral, c'est-à-dire ramenée à son origine grecque, est d'abord amour de la sagesse. Ou encore, recherche de la sagesse. Elle est la forme que prend le désir du souverain bien lorsqu'il s'engage sur la voie de la raison. Puisque tout homme est poussé par une disposition originaire à rechercher le souverain bien, et donc la sagesse, il a donc, du point de vue pratique, une idée de la philosophie. Si on donne une forme théorique à cette recherche, elle est la recherche de la sagesse comme connaissance du souverain bien. Le philosophe est donc, je cite, celui qui connaît la sagesse. Le nom de philosophe est une noble appellation et signifie maître de la sagesse, Kenner der Weisheit, appellation à laquelle personne ne peut véritablement prétendre, dit Kant dans les leçons de métaphysique 28, 532, 533, dans la traduction de Monique Castillo, page 118. D'ailleurs, assez curieusement, Monique Castillo traduit amateur de la sagesse, alors qu'il s'agit véritablement de Kenner der Weisheit, maître de la sagesse, celui qui connaît la sagesse. La philosophie est donc une doctrine de la sagesse, Weisheitslehre. Kant résume de manière concise sa définition de la vraie philosophie dans le passage introductif de la dialectique de la critique de la raison pratique. Je cite, « Déterminer cette idée, l'idée de souverain bien, pratiquement, c'est-à-dire d'une façon suffisante pour les maximes de notre conduite rationnelle, c'est le but de la doctrine de la sagesse, Weisheitslehre, qui, comme science, est la philosophie, dans le sens où les anciens entendaient ce mot,
car pour eux, elle consistait à enseigner le concept dans lequel il faut placer le souverain bien et la conduite à suivre pour l'acquérir. Dans la mesure où elle se rapporte à ces fins dernières, la philosophie est d'abord déterminée par ce désir qui prend chez tout homme la forme imaginaire de désir de bonheur. Elle est donc pratique dans son fondement. C'est ce qui lui donne à la fois sa dignité et son autonomie. Elle ne dépend de rien d'autre que de la liberté. Ce que Kant exprime dans les progrès de la métaphysique, en disant que finalement tout dérive du concept de liberté comme principe suprasensible. C'est pourquoi Kant affirme que le philosophe pratique, le maître de la sagesse, par la doctrine et l'exemple, est le vrai philosophe. C'est en effet à la morale que conduit toute la philosophie. C'est à cause de cette prééminence, dit Kant dans l'Archétectonique, c'est à cause de cette prééminence de la philosophie morale sur toute autre aspiration de la raison que chez les anciens aussi, on entendait toujours en même temps, et surtout sous le nom de philosophie, le moraliste. Il faut cependant noter que la philosophie pratique dans son fondement, le désir du souverain bien, comporte elle-même une double orientation. L'une est directement pratique. Le philosophe est à ce titre le maître de vie qui montre par son exemple la conduite à tenir pour s'approcher du souverain bien. En ce sens, le philosophe n'est pas différent du sage et reste un idéal hors d'atteinte. La philosophie resterait alors elle-même, comme la sagesse, écrit Kant dans la critique de la raison pratique, encore toujours un idéal qui, objectivé, n'est représenté complètement que dans la raison, mais qui, subjectivement pour la personne, n'est que le but de ses efforts incessants. Mais la philosophie participe aussi à cet effort vers la sagesse par une connaissance des moyens pour l'atteindre. Depuis l'Antiquité, la philosophie définit son élaboration spécifique dans le champ pratique comme une recherche critique et méthodique sur la conduite la meilleure et propose donc une théorisation du pratique qui, si elle ne peut avoir le rôle positivement incitateur de l'exemple, a du moins le mérite négatif de fournir une discipline qui préserve des égarements de la schwärmerei pratique et des Genie-Schwungen, des exaltations géniales qui risquent de ruiner l'effort de la vertu. En un mot, dit Kant, dans la critique de la raison pratique, c'est 563 dans la traduction de Picavet, page 175 en PUF, en un mot, la science, recherchée d'une façon critique et conduite méthodiquement, est la porte étroite qui conduit à la doctrine de la sagesse, si l'on entend par là non seulement ce que l'on doit faire, mais ce qui doit servir de règle au maître pour bien préparer et faire connaître le chemin de la sagesse que chacun doit suivre, et pour préserver les autres de l'erreur. Le savoir vient tempérer ce que la pratique pourrait avoir d'excessif et de désordonné si elle était livrée à la seule inspiration. La sagesse ne peut pas être, dit Kant, déversée de haut en bas en l'homme par inspiration. Il s'exprime ainsi dans la préface qu'il avait rédigée en 1800 pour le livre de Reinhold Bernhard Jachmann, qui s'intitule ce livre Examen de la philosophie de la religion de Kant, donc, pour lequel Kant a écrit une préface dont certains extraits ont été traduits par Guy Hermite à la fin des opuscules dans lesquels se trouve D'un ton grand seigneur. Donc c'est dans ce passage que Kant écrit que la philosophie ne peut pas être déversée de haut en bas par inspiration, mais elle doit être gravie de bas en haut par la force intérieure de la raison pratique. Même si la doctrine de la sagesse a donc une valeur inconditionnée, elle présente le risque, comme tout envolé vers le suprasensible, de se fourvoyer dans des intuitions intellectuelles
qui, en dispensant l'homme du patient travail de construction d'un chemin assuré et en prétendant atteindre immédiatement le but, en détourne définitivement l'homme. La doctrine de la sagesse doit donc être accompagnée d'une doctrine du savoir qui, en tant que connaissance théorique, implique les concepts élémentaires employés par la raison pure, étant admis que cette connaissance ne se propose que d'assigner à la raison ses limites. Ce que Kant, dans ce texte, appelle ici donc doctrine du savoir, a le même objet que la critique, c'est-à-dire assigner à la raison des limites, et pourrait être assimilé à une philosophie transcendantale qui interviendrait donc comme élément modérateur de la doctrine de la sagesse. On voit ainsi se dessiner un rapport dialectique entre la philosophie cosmique et la philosophie transcendantale. La première oriente la seconde vers des fins dernières sans lesquelles elle n'aurait pas de situation architectonique. Mais inversement, la seconde apporte à la première une discipline indispensable. Le primat du pratique sur le théorique, qui impose la subordination de la philosophie transcendantale à la philosophie dans l'ordre des fins, se retourne donc dans la pratique réelle de la philosophie en une subordination de la doctrine de la sagesse à l'élaboration conceptuelle transcendantale qui en est la condition au moins négative, c'est-à-dire la discipline. C'est pourquoi, même si la philosophie transcendantale n'est pas la philosophie, on ne peut s'en tenir à ce rapport purement négatif. D'abord, comme on vient de le voir, la philosophie a besoin de la philosophie transcendantale. Ensuite, parce que, inversement, la fonction architectonique de la philosophie cosmique permet d'intégrer la philosophie transcendantale à la philosophie, et c'est donc le troisième point que je vais développer maintenant. Donc l'instance architectonique suprême est la philosophie, parce qu'elle est, je cite, la science des fins dernières de la raison humaine. Leçon de métaphysique. Elle est non seulement la seule science qui ait en elle-même une valeur absolue, c'est-à-dire une valeur qui soit directement posée par son objet, ou encore une valeur intrinsèque, ineum vert, mais aussi, deuxièmement, elle est, je cite aussi les leçons de métaphysique, elle est la seule à conférer de la valeur aux autres sciences. Elle est la seule à avoir une valeur absolue, et c'est parce qu'elle a une valeur absolue qu'elle confère une valeur aux autres sciences. Elle peut ainsi être considérée selon ces deux points de vue. D'un côté, elle intéresse tout homme, parce qu'elle a pour objet propre les fins essentielles de la raison humaine, mais d'un autre côté, elle intéresse le philosophe scolaire, celui qui travaille à l'édification du système, parce qu'elle est la science du rapport, je souligne ce terme, de toute connaissance aux fins essentielles de la raison humaine, teleologia rationis humanae, comme l'a défini Kant dans l'architectonique. Le système n'intéresse pas l'homme en tant que tel. On ne devient philosophe professionnel, Vernunftkünstler, c'est-à-dire philosophe académique ou universitaire que par une vocation qu'on pourrait appeler une vocation privée. Mais l'homme, tout homme, ne peut pas manquer de se faire une idée de la philosophie dans la mesure où il cherche une réponse aux questions essentielles suscitées par son désir fondamental. D'un autre côté, le philosophe scolaire a lui aussi besoin de la philosophie parce que le système n'est possible qu'à partir d'une détermination des rapports entre les fins particulières de chaque partie et la fin suprême. C'est pourquoi la philosophie intervient à un point précis de la philosophie transcendantale, dans l'architectonique. Au moment où la critique
après avoir mis en lumière tous les principes de l'entendement et toutes les idées de la raison, et en avoir tracé les limites, s'engage dans la métaphysique proprement dite, en indiquant la structure générale du système. Donc, ce moment n'est pas n'importe lequel. C'est celui où la philosophie transcendantale qui a été développée dans sa forme encore critique se retourne en système. Ce que j'appellerais un point de rebroussement de la philosophie transcendantale. Et ce point de rebroussement est, je dirais, le kairos transcendantal de la philosophie. C'est-à-dire le moment où la philosophie intervient dans la démarche transcendantale. Ce moment, la singularité de ce moment, sa ponctualité, est soulignée par Kant lorsqu'il écrit, pour marquer la transition du Schulbegriff au Weltbegriff dans l'architectonique, mais jusqu'ici, bis dahin, jusqu'ici, le concept de la philosophie n'est qu'un concept scolastique, à savoir celui d'un système. L'architectonique ouvre une dimension nouvelle de la critique qui n'avait jusqu'ici pas encore été évoquée, et qui est celle de la philosophie proprement dite, laquelle n'intervient pas ici dans l'architectonique comme une sorte d'appendice facultatif dans une philosophie transcendantale qui aurait déjà rempli sa mission principale, mais elle intervient comme la clé décisive qui donne à cette philosophie, la philosophie transcendantale, sa véritable valeur. Point à la fois exceptionnel et essentiel, puisqu'il est celui où la philosophie transcendantale, passant à la métaphysique, rencontre la philosophie. Et où, inversement, la philosophie se dirige vers la sagesse qui est sa fin, en suivant le chemin de la science. Cette convergence est indiquée en ces termes à la fin de l'architectonique. Kant écrit, je cite, une citation un peu longue, « La métaphysique, celle de la nature aussi bien que celle des mœurs, et surtout la critique d'une raison qui se hasarde à voler de ses propres ailes, critique qui précède comme exercice préparatoire, comme prépédeutique, constitue donc la métaphysique et surtout la critique, constitue donc proprement à elle seule ce que nous pouvons nommer philosophie dans le véritable sens du mot. Celle-ci rapporte tout à la sagesse, mais par le chemin de la science, le seul qui, une fois frayé, ne se referme pas et ne permet aucune erreur. » Dans ce texte conclusif de la critique de la raison pure, Kant expose clairement en quoi la philosophie dans le véritable sens du mot est la destination de la critique. Ce n'est pas parce que la critique prépare à la philosophie transcendantale, c'est parce qu'elle prépare à la métaphysique. À tel point qu'on peut identifier jusqu'à un certain point la métaphysique avec la philosophie. Quand on le fait, par exemple, dans la logique, où il s'écrit « Et pourtant la métaphysique, c'est la philosophie par excellence, la vraie ». Mais ce serait en rester encore au concept scolaire, car la métaphysique, même lorsqu'elle intègre la métaphysique des mœurs, reste le système de la philosophie, et à ce titre, ne satisfait que l'exigence de perfection logique. C'est pourquoi Kant souligne l'importance philosophique de la critique. C'est, je cite le passage que j'ai déjà cité, je reprends la formule, surtout la critique, qui rend possible la philosophie au véritable sens de ce terme. La critique, donc, ne prépare pas seulement au système, elle n'a pas seulement une destination scolaire, elle prépare à ce que vise la philosophie, à savoir la sagesse. Car la philosophie rapporte tout à la sagesse. La philosophie elle-même n'est pas, comme on l'a vu, la sagesse. Elle n'est que recherche de la sagesse, ou amour de la sagesse. La critique, a fortiori, n'est pas la sagesse. Elle n'est même pas la philosophie. Mais elle est une préparation indispensable à la philosophie, car la fonction ultime de celle-ci, la fonction cosmique, est d'être la discipline du rapport à la sagesse. Ou, pour reprendre le terme que Kant utilise quelques lignes plus loin dans ce passage de l'architectonique que je viens de citer, elle est, la philosophie, est la médiatrice, Vermittlung, entre tous les usages rationnels.
En réalité, dans ce passage, ce n'est pas la philosophie, c'est la métaphysique qui est posée comme médiatrice, Vermittlung, entre les différentes formes de culture de la raison. La culture de la raison se rapporte au Vernunftkünste et donc à l'activité du philosophe comme artisan de la raison. C'est la philosophie qui est donc, je disais, médiatrice entre ces différentes formes de la culture de la raison, ou ces différents Vernunftkünste, et médiatrice entre ces formes et les fins essentielles et nécessaires de la raison humaine. Le rôle de la critique est précisément de préparer la métaphysique à cette mission médiatrice, qui excède sa dimension purement scolaire. La critique permet à la métaphysique, une fois rétablie dans sa véritable scientificité, comme système, de conduire à la sagesse. Car, comme le dit Kant, on ne va à la sagesse que par le chemin de la science. Si le but de la critique est bien de mettre la métaphysique sur le chemin sûr d'une science, expression qui est utilisée 9 fois dans la préface de la seconde édition, ce n'est pas parce que la science est le but à atteindre, c'est parce qu'elle est le moyen pour atteindre ce but. Il est en effet indispensable de frayer ce chemin pour être certain de ne pas errer dans la recherche de la sagesse. Et pour être ce chemin, la science doit être rapportée à des fins supérieures. Car il n'y a pas de bon chemin sans une orientation, une conversion du regard vers le suprasensible. La critique rend possible cette conversion parce qu'elle ne se contente pas de répondre à la question que puis-je savoir, ni par suite de définir le domaine et les limites de la connaissance, ce qui est proprement le rôle de la philosophie transcendantale. Conformément à la tâche de la philosophie au sens cosmopolitique, la critique prend en compte toutes les questions en lesquelles se concentre l'intérêt de ma raison. La critique ne répond pas à ces questions, mais elle les met en rapport les unes avec les autres. Elle les fait converger. Elle dessine un point où toutes ces questions, que puis-je savoir, que dois-je faire, que m'est-il permis d'espérer, qu'est-ce que l'homme, éventuellement, un point où toutes ces questions se rencontrent. Et ce point, inaccessible, mais déjà agissant comme fin, est la sagesse. Dans cette ponctuation, la critique, comme la philosophie, n'opère pas seulement un pont entre la métaphysique comme science et la sagesse, mais elle inclut dans ce faisceau la morale, qui répond à la question que dois-je faire, la religion, qui répond à la question que m'est-il permis d'espérer, à quoi il faudrait ajouter l'anthropologie, puisque les 3 premières questions se rapportent à la dernière, comme l'écrit la logique, mais aussi les leçons de la métaphysique. La critique répond donc à l'intérêt fondamental de la raison humaine. Et l'adjectif ici, qui détermine raison, n'est pas accessoire. La raison humaine, c'est tout l'homme. Et l'intérêt de la raison se confond avec l'intérêt de l'humanité. Or, la question la plus importante pour l'homme n'est pas la question que puis-je savoir, ni même la question que dois-je faire. Elle est la question que m'est-il permis d'espérer. Car la fin dernière de l'homme est le souverain bien, auquel la connaissance ne conduit pas, et auquel la morale ne conduit que de manière nécessaire, certes, mais insuffisante. Il ne suffit donc pas d'affirmer que la vraie philosophie relève de la pratique plus que de la théorie, ou que le vrai philosophe est le philosophe pratique, comme le dit Kant. Il faut préciser que pratique, ici, ne se confond pas avec morale. Et que la philosophie pratique, dans la mesure où elle définit les conditions de l'accès au souverain bien, et qu'elle répond à la question « que m'est-il permis d'espérer ?», s'achève en religion. Le chemin de la métaphysique ne conduit donc à la sagesse que s'il passe par la religion. Non pas parce que la métaphysique démontrerait les dogmes sur lesquels s'appuie la religion, mais parce qu'elle est, la métaphysique, au moins négativement, le rempart de la religion, pour le thème qu'utilise Kant dans l'Architectonique, page 548.
On se sera suffisamment convaincu dans tout le cours de notre critique que quoique la métaphysique ne puisse être la base de la religion, c'est la conception dogmatique de la métaphysique, elle doit pourtant en rester toujours comme le rempart. Le service que la critique rend à l'homme, et pas seulement au savant, est de lui permettre de s'orienter vers la vraie religion, sans être égaré par des faux dogmes et des faux espoirs. La religion est, pour Kant, le point le plus élevé de la philosophie d'un point de vue cosmopolitique, puisque l'homme ne peut espérer être sauvé, c'est-à-dire atteindre le souverain bien, que dans la mesure où il poursuit l'effort incessant pour se rendre digne d'être heureux, pour reprendre une formule du Canet, ce qui est proprement l'affaire de la religion. Cet objectif peut sembler très éloigné de celui de la philosophie transcendantale, qui n'est d'aucune utilité directe ni à la sagesse ni à la religion. Il va de soi que l'homme n'a pas besoin de la philosophie transcendantale pour devenir vertueux, et qu'inversement, on peut être un philosophe transcendantal sans se soucier du souverain bien. Pourtant, la philosophie critique pose un point de convergence entre la philosophie transcendantale et la religion. Et c'est par ce point que le philosophe transcendantal acquiert son statut proprement philosophique, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement un Vernunftkünstler, un artisan de la raison, ou ce que Platon appelle, et Kant reprend ce terme dans la logique, un philodoxe. Et ici, l'analogie avec la définition platonicienne de la philosophie, qui est donnée à la fin du livre 5 de la République, la citation, la référence exacte au terme philodoxe se trouve en 480a, c'est au moment où Platon, après avoir dit que la solution du problème de la justice suppose que le philosophe devienne roi, ou que ceux qui gouvernent actuellement deviennent philosophes, définit la philosophie comme cette recherche de la vérité qui suppose la connaissance de l'idée du bien. Et qu'à ce moment-là, Platon fait la différence entre le philosophe et le philodoxe. Et donc, l'analogie avec la définition platonicienne se prolonge dans la détermination de ce que Platon appelle le souci de l'âme, dont il fait le trait distinctif du philosophe par rapport au sophiste ou au philodoxe. De la même façon, ou de manière analogique, plus exactement, la critique insuffle dans la philosophie transcendantale ce que j'appellerais un souci de l'homme, qui joue un rôle analogue au souci de l'âme. Mais le souci de l'homme se manifeste chez Kant de manière très différente du souci de l'âme. L'âme, en effet, renvoie par-delà les intérêts changeants et contradictoires de l'homme qui vit dans la société réelle, voué au devenir et à la corruption, l'âme renvoie à un intemporel, à l'immortalité. Avoir le souci de l'âme, c'est donc, pour Platon, porter son regard hors de la cité, d'ici, là-bas. Le souci de l'homme, le souci kantien, est au contraire la prise en compte de l'homme tel qu'il existe, à la fois dans la multiplicité de ses habitudes et de ses coutumes, auxquelles s'intéresse l'anthropologie, et dans son historicité, comme l'homme d'ici-bas, dans la caverne et dans le siècle. Et Kant comprend la tâche de la philosophie comme une tâche historique, c'est-à-dire comme une tâche déterminée par la situation dans laquelle se trouve historiquement le penseur. La critique n'est pas seulement une nécessité qui s'impose pour des raisons scientifiques, trouver la méthode qui rende possible la métaphysique comme science. La critique répond à une injonction d'un siècle qui, comme siècle de la critique, ainsi que l'a défini Kant dans l'introduction à la première édition de la critique de la raison pure, ne se laisse pas davantage amuser par une apparence de savoir. Le siècle de l'Aufklärung n'est pas seulement celui où l'injonction de savoir, le sapere aude, est adressée à tout homme. Il est aussi
celui où, inversement, tout homme adresse une injonction à la science. Injonction qui peut être formulée ainsi: en quoi la science contribue-t-elle aux fins de l'humanité? Kant écrit dans l'Architectonique: la métaphysique, la physique, même la connaissance empirique de l'homme, ont une haute valeur comme moyen pour les fins de l'humanité. D'abord et surtout pour ses fins essentielles, mais finalement aussi pour ses fins... D'abord et surtout pour ses fins accidentelles, mais finalement aussi pour ses fins essentielles et nécessaires. Seulement, elles n'ont alors cette valeur que par l'intermédiaire d'une connaissance de la raison par simple concept, qui, de quelque nom qu'on la nomme, n'est proprement que la métaphysique. Le rôle de la véritable philosophie cosmopolite est d'entendre cette injonction et de la porter dans tous les lieux où ces fins de l'humanité doivent être respectées. Dans la science, mais pas seulement, car ni la religion par sa sainteté, ni la législation dans sa majesté ne doivent s'y soustraire. L'humanité réclame partout l'autonomie, et tous les domaines qui contribuent au progrès vers sa destination doivent être ajustés à cette revendication d'émancipation. Cette exigence est celle du présent. Le présent de Kant, c'est-à-dire celui des Lumières. Kant y répond aussi bien en 1781 par la critique du savoir, qui conduit à fonder une philosophie transcendantale radicalement nouvelle, appropriée à la modernité, qu'en 1784, par la critique d'une rationalité politique qui oublie le cosmopolitique, qu'en 1793, par la critique de la religion. À chaque fois, Kant adopte une position philosophique cosmopolite, qui se traduit par une attention au présent, qui suppose à chaque fois de définir ce que nous sommes dans une situation présente. Et Michel Foucault, dans un texte de 1982, qui a été repris dans Dit et écrit, qui s'intitule « Le sujet et le pouvoir », a souligné cette attention au présent qui caractérise Kant. Il écrit notamment « La question que pose Kant dans Was ist Aufklärung est différente de la question cartésienne, c'est-à-dire la question « qui suis-je ?» C'est la question « qui sommes-nous ?» À ce moment précis de l'histoire, cette question, c'est à la fois nous et notre situation présente qu'elle analyse. Dans la mesure où la philosophie transcendantale elle-même répond, par-delà sa fonction directement scolaire, c'est-à-dire universitaire, à une urgence du présent, émanant du siècle de la critique, elle participe d'un mouvement qui est celui de l'humanité. De même qu'il y a, comme nous l'avons vu, un kairos transcendantal de la philosophie, un moment sur le chemin de la science où la philosophie doit intervenir pour fournir une orientation systématique, de même, il y a inversement ce que j'appellerais un kairos philosophique de la philosophie transcendantale, c'est-à-dire un moment où le transcendantal rencontre le philosophique. Et le rôle du philosophe, pleinement fils de son temps, c'est-à-dire homme des Lumières, est de rendre possible cette rencontre. Que cette rencontre ne soit plus aujourd'hui possible, et qu'elle ne soit plus possible depuis longtemps, signifie que la science, et avec elle toute philosophie qui se prétend scientifique, n'ont plus aucun sens pour l'humanité. Qu'elles sont, malgré toute leur réussite en tant que Vernunftkünste, plongées dans une crise telle que, comme l'écrit Husserl dans La Crisis, elles n'ont rien à nous dire.